OK, en direct, ça y est, on Ouais. est parti. Parfait. Bon, on va laisser tourner ça un petit peu en attendant. C'est ça, mais en tout cas, on en parlera aussi tout à l'heure, plus qu'est-ce qui nous a amené sur Substack. Ça va peut-être intéresser les gens aussi, là. Mais d'abord, toi, ton parcours Oui. personnel, peux-tu m'en parler un petit peu? C'est-tu vraiment, tu parlais pour les gens s'il y a jamais qui se joignent à nous, ben là, je vois que c'est Roxolane, mais je me souviens pas de son vrai nom, là, mais en tout cas, si tu peux Ouais. nous renommer, ce serait bien Il y a agréable. aussi Stéphane qui vient de rejoindre. Ah, bon, ben bonjour à vous deux. Ben c'est ça. On vous invite à partager avec nous, en tout cas, les réalités de différentes générations. On serait curieux, bien sûr, d'avoir vous situez dans quelle catégorie de génération. Parce que il y en a certains peut-être qui ne savent pas nécessairement quels ils sont, mais une petite recherche sur Internet, vous allez trouver rapidement, là. Fait que, bonjour à vous trois, en tout cas pour les gens qui sont là en ce moment, puis on va tranquillement démarrer ça. Mais Ouais, salut Laurent. oui, bon, bonjour à Laurent, bonjour à vous trois. On voulait peut-être d'abord vous parler un petit peu de nos parcours personnels avant d'entamer vraiment ce que c'est de chacun de nos générations. Je laisserai Valérie peut-être débuter un petit peu, là, toi, c'est ton parcours personnel, un petit peu de quoi ça ressemble. Ouais, ben merci Eric. Ben salut tout le monde. Alors moi, ce matin, je suis digne représentante des milléniaux. Alors, je suis vraiment honorée de représenter ma génération ce matin. Puis mon parcours personnel, ben écoutez, mon Dieu, que dire? Ben, moi, il faut savoir que je vais à l'école depuis que je suis en maternelle, puis j'ai jamais arrêté. Puis Ah j'ai ouais. 35 ans, puis je vais encore à l'école. Ok. Ouais, je pense que je vais être le genre d'étudiante éternelle, là. Mes parents sont un peu découragés, là. Mais là, je te rassure, Eric, là, c'est pas eux qui paient mes sessions, là. Je suis une adulte responsable, je suis capable de payer mes cours. Mais c'est ça, je disais à ma mère, il y a pas si longtemps, il y a des gens qui se font des voyages dans le sud à chaque année. Ben moi, ce serait des sessions de cours à l'université parce que j'aime trop ça. Fait que j'ai fait un parcours, je veux dire, très traditionnel. Là. J'ai jamais pris d'année sabbatique, mettons, entre le cégep et l'université et tout ça. Puis là, c'est des gens, justement, qui sont pas du Québec en ce moment, puis qui se demandent un peu comment le système scolaire fonctionne ici au Québec. Ben, on a l'école primaire, là, donc ce qui correspond, je pense, à l'ordre élémentaire là, en France. Là, fait que tout ce qui est le CP, CM, CE 1, 2, là, ben nous, c'est l'école primaire, là, donc la maternelle à la 6e année. Après ça, moi, je suis allée faire mon cours secondaire, donc de 12 à 17 ans. Le cégep, qui est une institution scolaire qu'on a seulement qu'ici dans la province de Québec, donc dans le reste du Canada, ça n'existe pas. Donc, c'est une espèce de cheminement qui existe là, entre la fin de l'adolescence, puis c'est un peu avant l'université pour les gens qui décident d'aller à l'université, ce qui était mon cas. Puis moi, j'ai fait mes études en enseignement. Donc, tout ce qui est en lien justement avec l'éducation, les élèves qui ont des besoins particuliers, c'est vraiment ça qui était mon intérêt, puis qui l'est toujours d'ailleurs. J'ai un gros intérêt pour la psychologie. Fait que j'ai allé chercher un certificat en psychologie. Puis quand j'ai fini de faire ma maîtrise en 2023, ben faut savoir qu'à la maîtrise, c'est quelque chose qui est plus, je vais dire, qui est plus dense. Donc, il fallait que j'écrive une recherche. Et au terme de toutes ces années où j'ai bûché pour terminer mon diplôme en travaillant à temps plein, j'ai réalisé qu'écrire de la recherche, ça me puait au nez. J'ai dit, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Mais j'aimais écrire. Donc, j'ai commencé mon parcours en création littéraire et je suis toujours dans ce parcours. Donc, je fais un cours ou deux par session, puis je prends vraiment le temps de... Je veux vraiment mordre dans le contenu du cours. Là. Je fais pas ça juste pour aller chercher des crédits. Tu sais, je veux vraiment profiter du contenu là, qu'on m'enseigne, puis vraiment comme m'épanouir à travers tout ça. Fait que c'est ça que je fais. Puis entre-temps, Substack est arrivé dans ma vie, on pourra en reparler. Fait que ça ressemble à ça, mon petit parcours. Puis là, ben, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation pendant 8 ans dans la même école secondaire. Juste avant, en fait, jusqu'à ce que j'ai ma collision, donc le face-à-face dont j'ai été victime en 2024. Puis
Là, je suis déclarée inapte à retourner faire ce que je faisais auparavant à cause de mes séquelles physiques, mais je continue de travailler dans l'enseignement. Donc, j'enseigne maintenant pour l'université ici à Sherbrooke. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que je me suis recyclée. Donc, tous mes diplômes n'ont pas été mis au recyclage. Là, je continue de m'en servir. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Puis toi, Eric, ça ressemble à quoi ton parcours? Ben, juste avant, je vais inviter peut-être les gens qui sont avec nous, si jamais vous avez le goût de nous partager quelle est votre génération vous autres. Je ne sais pas si c'est aussi présent en Europe, en tout cas ici en Amérique, on en parle quand même assez régulièrement des différentes générations, là. Juste pour vous donner une idée, là, les milléniaux dont fait partie Valérie, c'est les années 81 jusqu'à environ 1996. Et pour la génération X comme moi, c'est de 1965 à environ 1980. Tout à l'heure, on va vous parler un petit peu parce qu'on a fait un petit peu une recherche là, sur les différentes générations, ce qu'on dit là-dessus, puis on va vous dire, nous, à quoi, si on se reconnaît là-dedans, puis c'est quoi que nous, on trouve qu'on est, puis qu'on n'est pas là dans les différents types qui sont préparés un peu par les différentes recherches qu'il y a eu là-dessus. Sinon, pour moi, en tant que tel, mon parcours, moi, j'ai été, ça c'est un peu un lien avec ma génération X. Nous autres, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas beaucoup de travail à cette époque-là. Moi, dans les années que je suis sorti de l'école, j'ai fait qu'un cégep, là, comme disait tout à l'heure Valérie. Nous autres, on a ça avant l'université. Au départ, je voulais faire, moi, effectivement, de l'université, mais je m'étais inscrit en sciences pures, là. C'est un peu un général aussi. Ça nous permet d'un peu choisir ce qu'on veut par la suite, là, sans savoir exactement ce que je voulais faire, parce que le marché du travail à l'époque n'était pas très ouvert. Puis bon, c'était pas facile nécessairement de se trouver du travail. Bon, puis je savais pas vraiment, moi, ce que je voulais faire dans la vie. J'avais une petite idée. Quand j'étais enfant, c'était soit chimiste ou psychologue, des choses, en tout cas, un genre de gars qui voulait faire des recherches puis essayer de comprendre. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup avoir besoin de comprendre les choses. Fait que j'ai fait mon cégep, une session sciences pures, mais c'était pas pour moi. Fait que j'ai transféré en sciences administratives pour étudier dans le domaine des finances et tout ça. Puis, en cours de route, j'ai changé mon plan et puis je suis décidé de faire un parcours moins long, c'est-à-dire au Québec, on peut faire une technique, c'est-à-dire une technique de 3 ans au cégep qui nous permet d'aller sur le marché du travail par la suite. Donc, sans faire l'université, là. Donc, moi, c'était 3 ans dans la technique administrative finance, là, parce qu'on avait marketing, assurance ou finance. Mm-hmm. Fait que j'ai travaillé quand même 3 ans dans ce domaine-là. C'était correct, mais je me percevais que j'avais comme besoin de faire quelque chose de plus créatif. La comptabilité, c'était pas très créatif, pas assez pour moi en tout cas. Fait que j'ai quitté mon milieu de travail. Je suis parti 3 mois avec mon sac à dos en Europe pour comme faire une coupure, tu sais, vraiment avec ce que je faisais pour essayer de me trouver. J'avais un rêve, moi, c'était de faire de la scène. Parce que mon idole, c'était Yvon Deschamps à l'époque. C'était un humoriste très connu au Québec, puis qui avait quand même une façon de dénoncer des choses à travers ses monologues, beaucoup avec de l'humour, là. Alors moi, c'était un peu ça que je souhaitais faire, mais j'étais quelqu'un de très, très timide. Fait que j'y croyais plus ou moins. Mais après, quand je suis revenu de l'Europe, mon voyage de 3 mois en Europe, j'ai décidé de m'inscrire à l'École nationale de l'humour qui existe ici au Québec, qui forme des humoristes. Avant, c'était à chaque année parce qu'on avait qu'une année de cours, mais maintenant, ça c'est 2 ans de cours. Puis ils en choisissent que 12 là, sur je ne sais pas combien de centaines de personnes qui ont en audition, là. Ouais, c'est super contingenté. C'est ça. Mais d'ailleurs, je n'ai pas été choisi les 2 premières années que j'ai appliqué. Je n'ai pas été choisi. Puis c'est seulement la 3e fois que j'ai été sélectionné puis que j'ai pu faire l'école de l'humour. Fait que j'ai fait de la scène. J'ai une question par rapport à l'école de l'humour. Tu sais, je sais que maintenant, il y a vraiment des programmes distincts. Il y a vraiment une distinction entre la scène et tout ce qui est plus l'écriture ou la script édition. Est-ce que toi, à l'époque où tu l'as fait, c'était déjà séparé ou pas du tout?
Oui, oui, c'était déjà séparé. Il y avait déjà les deux OK. programmes qu'on pouvait faire. Moi, j'ai pris celui de la scène pour pouvoir faire éventuellement, effectivement, l'humoriste sur la scène. Il y avait l'écriture. J'ai toujours aimé écrire aussi, de toute façon, mais disons que moi, c'est ce qui m'attirait, c'était la scène. Fait que j'ai tenté de faire carrière dans le milieu de l'humour, mais faut quand même avoir une bonne gueule, tu sais, puis être capable de se vendre, puis avoir les bons contacts, puis tout ça, c'est une chose que moi j'avais moins, là, c'était pas ma force. Fait que c'est devenu plus un sideline, là, l'humour. J'en ai fait pendant 35 ans, puis j'ai toujours été un petit à côté, je te dirais, tout en ayant un emploi, là, soit à temps partiel ou à temps plein, dépendamment des périodes de ma vie, là. Mais j'en ai pas fait une carrière publique, là. Tu sais, c'est plus, je faisais beaucoup de choses sur mesure pour des organismes qui voulaient un numéro d'humour qui touchait leur milieu de vie, soit Ouais. la consommation de la drogue, soit le bénévolat, etc. Fait que j'ai fait beaucoup plus ce genre de scène, là, si on peut dire. Mhm. Fait que ça ressemble un peu à ça, mon parcours. Puis, ben, bienvenue au nouveau. Je vois qu'il y a JC Doc Toc, Doc Doc qui est Ouais. là. Et So Alma, bienvenue à vous. Puis Brigitte également. Brigitte, bon, que je connais bien. Ben, que je connais bien, que j'ai connu dernièrement. Alors, bonjour Brigitte. Et puis, c'est le fun que vous soyez là. Puis, comme on disait tout à l'heure, gênez-vous pas pour poser des questions ou nous dire, vous, c'est quoi votre génération. On est curieux de savoir si vous êtes vous situez dans quel type de génération. Juste Ouais. avant de parler de nos générations, on s'était dit, Valérie et moi, ce serait le fun de juste de se faire un petit bref pour dire qu'est-ce qui nous a amené ici sur Substack à écrire, d'abord, premièrement, puis Ouais. à ouvrir un compte, là. Je vais te laisser commencer, Valérie. Ouais, ben moi, mon entrée sur Substack s'est fait officiellement le 1er janvier 2026. Fait que je suis dans ma première année sur le média ici. Puis en fait, moi, j'ai découvert Substack parce que je suivais une personne qui écrivait du contenu ici. Puis en fait, la vérité, c'est que je me suis complètement désintéressée du contenu que la personne produisait. Parce que bon, on change, on évolue, mais je suis vraiment restée accrochée à la plateforme. Je trouvais que c'était intéressant. Puis j'avais l'impression, puis là, peut-être que ça va changer, puis je ne le souhaite pas, mais j'avais l'impression que j'avais un fil d'actualité qui était plus positif, puis moins pollué par un paquet de choses comme Facebook. Fait que ça m'a vraiment comme attirée. Puis c'est ça, j'ai vraiment l'impression, puis je suis encore sur Facebook, puis je veux pas le démoniser. J'ai l'impression que sur Substack, il y a comme moins de bruit. Tu sais, je sais pas, on dirait que je peux plus me concentrer, puis il y a des gens qui ont tellement des belles plumes, puis qui ont des propos qui sont tellement pertinents, puis des points de vue qui sont des fois différents des miens, puis c'est super correct, mais j'ai pas été témoin de guerre, de commentaires, puis de trolls ici sur Substack. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Fait que je suis ici depuis le mois de janvier, puis je me plais beaucoup à écrire, puis à rencontrer des gens justement via la plume, via les mots. Fait que c'est un peu ça la petite histoire. Ben oui, moi, ça fait un petit peu, ça fait plus longtemps. Je suis arrivé quand même, ça fait 2 ans, je crois, 2 ans et demi. J'avais entendu parler de Substack par quelqu'un qui écrivait aussi, qui est une personne qui avait écrit un livre, qui était présente là-dessus, puis qui m'avait, euh, qui partageait des choses là, par rapport à ça. Fait que j'ai dit, ah, ben, je vais aller voir. Puis moi, qu'est-ce qui m'amène sur Substack, c'est que moi aussi, j'aime beaucoup écrire. Moi, j'écris d'ailleurs depuis que je suis tout jeune, là, déjà adolescent. C'était surtout de la poésie à l'époque qui ensuite s'est transformée, comme je vous disais tout à l'heure, en humour, là, parce que j'ai fait l'école de l'humour, mais j'ai T'as toujours écrit quand un même. livre aussi. Ouais, ben, j'ai lancé un recueil. En fait, c'est un recueil de Ouais. différents textes que j'ai écrits là, au cours des 30 dernières années. C'est soit, il y a des bouts, c'est sur mes réflexions en tant que gars. D'autres bouts, c'est des slams. D'autres, c'est des textes d'humour que j'ai écrits. Donc, merci de me le faire rappeler. Je l'oubliais. Ça s'appelle Fais le mal, mais fais le bien. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu santé bien-être des hommes, puis j'ai même animé à un moment donné une émission de radio
qui touchait la santé et bien-être des hommes. Puis ça m'a donné bien sûr tout du contenu pour pouvoir faire des textes là-dessus, tout ça. Fait que j'ai fait un recueil là, que j'ai lancé en l'automne 2024 qui est disponible là, sur Amazon, qui s'intéresse là. Puis moi aussi, j'aime beaucoup l'environnement à Substack. En tout cas, on espère que ça va rester comme ça quand même. Là, comme tu disais, Valérie, il y a quand même moins de bruit, moins d'échanges, c'est beaucoup négatif. Tout ça, c'est souvent positif. Les gens, il y a une belle convivialité. Si, en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'occasion encore, mais ça serait fun éventuellement peut-être d'avoir des rencontres à un moment donné en présence. Ouais. Là. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement proches les uns des autres, mais ce serait fun d'en s'en organiser une rencontre. Mais on a eu l'occasion, je ne me souviens pas si toi, non, Valérie, tu n'étais peut-être pas avec nous à ce moment-là, mais j'ai déjà fait des rencontres avec Julie Brown qu'on connaît tous les deux. En ligne, on a fait des rencontres, là, des visioconférences, on était quelques-uns. Quelques-unes personnes à participer à ça, c'était bien agréable. Fait que ça fait un peu le tour de ce qui m'a emmené ici. On pourrait commencer, si tu le veux. Ben oui, allons-y. Pour les générations en tant que telles. Donc, toi, tu es donc millénial, puis on dit aussi les générations Y également. On parle de vous autres de cette façon-là. As-tu eu l'occasion un petit peu ce qui se dit sur ta génération? Puis... Ben, je suis allée lire un petit peu, là, puis tu sais, là, je trouve ça drôle parce que je me suis permis d'aller lire un peu aussi sur ta génération à toi. Ben oui, les X, tu sais. Puis il y avait quand même beaucoup de choses, tu sais, maintenant qu'on parle de la technologie, c'est sûr que moi, j'ai pas assisté à l'avènement de la technologie qui est associée à ton époque, mais il y a beaucoup de choses qui, tu sais, ça a bercé mon enfance, là. Fait que, tu sais, chez mes parents, en fait, j'ai un visuel très clair. On a une espèce de meuble de télévision dans la salle de jeu au sous-sol avec des montagnes de VHS de Walt Disney. Ça a bercé mon enfance, mais tu sais, c'est pas dans ma génération que c'est arrivé, mais c'est de cette façon-là que je consommais la télévision à une époque. Mais j'avoue que tout ce qui est en lien avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu sais, moi, je me rappelle du avant, je me rappelle du après, ou en tout cas du pendant, je me rappelle de ça. Je me rappelle même au niveau de l'ordinateur en tant que tel. Tu sais, moi, chez nous, je trouve qu'on était chanceux parce que ma mère, qui est une adjointe administrative de formation, on avait un ordinateur à la maison. Puis, quand j'étais enfant, je pensais que c'était normal, que tout le monde avait ça. Puis je réalise maintenant, en parlant avec des gens de mon âge, de ma génération, que ben non, c'était pas tout le monde qui avait la chance d'avoir accès à ça. Fait que moi, je sais que j'ai quand même été privilégiée de pouvoir toucher à ça rapidement. Puis je me rappelle de mes premiers jeux sur CD-ROM. Tu sais, je me rappelle de ça. Là. Puis moi, s'il y a des gens de ma génération qui sont à l'écoute, là, ils vont peut-être se rappeler d'une certaine promotion. Il y avait à l'époque, dans certaines boîtes de céréales, il y avait des CD de jeux. Fait que là, c'était la course, là, parce que là, on voulait pas avoir tous les mêmes, puis on gossait nos parents pour qu'ils achètent les céréales avec les CD dans la boîte. Fait que ça, moi, je me rappelle beaucoup de ça, puis, tu sais, j'ai l'impression que, comme, tu sais, je voyais que la génération milléniale est souvent considérée une espèce de pont entre deux tranche, entre guillemets. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment une conscience du avant parce que j'ai comme vécu un certain avant, j'ai vécu le pendant qui mène à l'après. Fait que, tu sais, moi, il y a des choses, justement, d'autres générations comme la tienne que, bon, je les ai pas vues arriver, mais je les connais. J'ai des références d'une autre époque que je sais pas pourquoi mais je les ai. Fait que je trouvais ça quand même intéressant là, sur le plan technologique. Puis on va sûrement avoir d'autres thématiques qu'on va pouvoir aborder, mais c'était ça qui m'allumait là, en premier lieu. Là. Moi, je me rappelle d'avoir milité dans mon entourage parce que j'étais contre Facebook. Ah ouais? Je ne voulais pas être là-dessus. Je trouvais que c'était mal, et que c'était pas bien. Puis finalement, ben, j'ai suivi la vague. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, on est rendu pas mal plus loin que ça. Oui, c'est ça. Ben, si j'avais su. Ouais. Ben, je peux faire un petit peu de push justement par rapport
les choses numériques, là, ou en tout cas l'arrivée du numérique, c'est sûr que moi, tu sais, je me rappelle, moi, nous autres, comme tu dis, les cassettes VHS, mais aussi au niveau de la musique, là, les micro-sillons, là, moi, j'ai Ouais. même connu les micro-sillons, là. Les 45 tours, les 33 tours, puis ça a évolué. Quand je regardais un petit peu, effectivement, la description de ma génération, tu sais, toutes les choses qu'on a connues, là, c'est vrai que la technologie, ça a évolué, c'est incroyable en peu de temps, là, à partir justement de la cassette, les micro-sillons, puis toutes les évolutions pour revenir à la musique numérique d'aujourd'hui. Là. Ça a changé incroyable. Je vois que Richard, c'est Là, quoi je qui sais est pas si c'est associé. Je sais pas si l'expérience c'est la plus associé à la drôle bonne a été. génération, mais Oui. Je voulais ce que juste j'allais te lire demander, Rick, c'est ce que. Oui, ça. vas-y. Je voulais juste dire, Richard dit l'expérience la plus drôle a été de présenter un téléphone à cadran à la nouvelle génération. Oui, 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 c'est vrai, les téléphones à cadran. Oui. Toi, t'en as-tu vu, peut-être, là, mais je ne sais pas si c'est. Oui, Peut-être dans il des y en avait un musées. chez ma grand. Il y en Ah avait un oui? chez ma grand-mère, mais je me rappelle pas avoir composé avec ça, mais je le vois là, dans ma tête. Là. Je sais à quoi il ressemble. Puis, moi, la première pensée que j'ai, tu sais, mettons que j'étais mal pris, là, puis que j'avais ça chez moi, là, en ce moment, là, mettons qu'il faut que je fasse le 911, là, me semble que c'est long. Ouais, ça paraît long, ouais. C'est peut-être juste une couple de secondes, là, mais me semble que juste ça, ça me ferait un peu paniquer. D'avoir un fil aussi, là, tu sais, on fallait rester à côté du téléphone, là, tu pouvais pas. Il y en a qui marchent de long en large quand ils parlent au téléphone avec Ouais. leur cellulaire. Ben, moi, je me rappelle, chez une de mes tantes, ça m'impressionnait beaucoup. Tu sais, elle avait un téléphone fixé au mur, puis son fil de téléphone était tellement long, là, parce qu'elle pouvait se promener dans la maison avec. Tu sais, on est loin de l'appareil sans fil, là. Mais ça, je me rappelle que ça m'avait marqué. Tu sais, je trouvais ça très technologique. Un fil long de même, là. Oui, oui, c'est quand même quelque chose. Il y a tellement de choses qui ont évolué depuis. Peut-être, il y a une chose qui me vient parce qu'on en tout cas, nous autres, notre génération, on a souvent un préjugé face à ta génération, dans le sens que on se dit toujours, les jeunes, ils sont pas fiables au travail, ils se présentent pas ou ils vont changer de job à toutes les années, etc. Tu Ouais. as entendu celle-là déjà? Oui, je l'ai entendu, puis tu sais, là, c'est peut-être là que ça va être intéressant parce que, tu sais, moi, je me reconnais tellement pas dans dans ce préjugé-là, mais je peux comprendre qu'il existe. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été une fille très, très stable. Tu sais, moi, mon premier emploi d'étudiante, qui est un emploi d'été, j'ai pas fait ça pendant un été, j'ai fait ça pendant 6 étés de temps. Ah, Tu sais, j'ai ouais. été très fidèle à cet employeur-là. Puis même chose pour ben, le métier que je pratiquais. Tu sais, la première école où j'ai travaillé en sortant de l'université, ben, j'ai été là 8 ans. Puis ce qui a fait que j'ai arrêté d'y aller, c'est un accident de la route. Tu sais. C'est pas parce que j'ai voulu changer de métier. Mais je sans dire que je changerais de job à tous les ans, parce que je pense pas que je suis. Tu sais, j'aime saisir les opportunités, mais je suis pas à tout prix. Là. Tu sais, je suis quand même une fan de stabilité dans la vie. Mais je le savais, je pense, au fond de moi, dès que je suis rentrée sur le marché du travail, que je ferais pas comme mes parents ou comme des enseignants que j'ai eus qui ont fait la même chose pendant 30-35 ans. C'est ça, dans ma tête, on dirait que ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, moi, ma stabilité, c'est peut-être un cycle de 8-10 ans. Je ne sais pas, tu sais, là, j'ai 35 ans, fait que l'avenir nous le dira, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est pas mauvais de se renouveler, mais peut-être pas à toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, moi, j'ai quand même un parcours professionnel assez atypique aussi. Ben, c'est sûr que le fait que j'avais un côté artistique, c'est sûr que je voulais comme privilégier dans un sens mon côté artistique. Donc, ce que je prenais comme emploi, c'était souvent plus parce que c'était pour le revenu principal, là, tu sais.
Fait que moi, le plus long que j'ai fait, c'est 10 ans au même endroit. Là. Fait que j'ai changé quand même assez souvent aussi de job. Là. Mais je pense pas que moi non plus, j'aurais fait 30 ans à la même place. Ouais. Là. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Là. C'est peut-être parce que j'avais un côté artiste. Là. Ça doit dépendre peut-être des personnes aussi. Là. C'est sûr que les profils de génération, ça diffère bien sûr d'une personne à l'autre. Là. Mais, toi, as-tu eu des interactions avec des générations comme un peu les générations X comme la mienne, là? Est-ce que tu en as eu à avoir dans ton milieu de travail? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des moments, des frictions? Oui. Ouais. Ben, j'en ai eu, c'est certain, parce que, tu sais, moi, je taquinais 2 collègues de travail de qui j'étais très proche parce que moi, j'aimais toujours ça. Moi, j'aime ça, les anecdotes des autres époques, tu sais, bon. Fait que j'aimais ça un peu savoir comment c'est drôle, là. Mais moi, je suis une fan d'archives, autant papier, vidéo que humaine. Fait que j'aime ça quand on me raconte, c'était comment avant, puis comment ça s'est passé quand tu as commencé à travailler. Puis bref, je leur ai fait réaliser que l'année où elles étaient entrées en poste à l'école où on était, ben c'est l'année que moi, j'étais entrée en maternelle. Qu'il y avait une différence d'âge. Ouais, ça tournait un peu le couteau dans la plaie. Mais c'était fait avec toute la bienveillance du monde, là. Mais en fait, on parlait, parce que, tu sais, bon, je travaille dans le milieu de l'éducation, puis elle me parlait, ces femmes, que quand elles avaient commencé, puis tu sais, autour de 96, là, tu sais, bon, ça fait 30 ans, mais dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça. Mais elle me racontait des histoires en lien avec le fait que si elle tombait enceinte, il fallait pas que ça se sache parce que, puis 96, là, mais parce que ça pouvait être déterminant au niveau des ressources humaines, puis si la personne responsable des ressources humaines la prenait avant le temps, ça pouvait être négatif, puis j'en revenais pas, là. Je disais, mais voyons donc, tu sais, je trouvais ça... tu sais, oui, c'était d'une autre époque, là, mais tu sais, moi, dans ma tête, ce genre de comportement-là, dans ma tête, je me disais, ben, c'est les filles de Caleb, là, mais visiblement, c'est encore présent, là. Fait que, tu sais, ça c'est des choses qui, moi, m'ont surprise. Puis, tu sais, j'ai pas eu de friction, je vais dire, ouvertement assumée, mais là, puis là, je sais pas si c'est générationnel ou si c'est ma personnalité, mais je sais que j'ai fait rouler certains collègues des yeux parce que j'arrivais avec une idée qui était différente, puis on pourrait essayer ci, puis on pourrait faire ça comme ça, puis le projet, puis bon. Puis ça, des fois, ça pouvait bousculer un peu, mais j'ai jamais senti non plus qu'on m'avait mis des bâtons dans les roues ou qu'on m'avait découragé, là. Ouais. Ouais. Ben, un peu pour faire du pouce que tu viens de parler, effectivement, souvent, moi-même, personnellement, des fois, j'étais peut-être plus fermé au changement, à la nouveauté, entre autres, bien sûr, avec l'aspect technologique. On a tellement vu de changements, en tout cas dans le parcours professionnel, dans mon cas. Là. Fait que des fois, c'est pas facile de tout le temps s'adapter, là, parce qu'on a eu à s'adapter plusieurs fois. Puis là, il y a l'intelligence artificielle. Qu'on doit s'adapter aussi au travail, parce que, bon, oui, il y a une part, tu sais, on est un peu face à quand, comme tu parlais tout à l'heure, la peur quand Facebook est arrivé, là, l'intelligence artificielle, on vit un peu ça aussi, on est un peu inquiet, là, oui, on voudrait découvrir un petit peu, mais on a peur un petit peu là, de ce que ça pourrait faire, puis qu'est-ce que ça va avoir l'influence sur nous, puis est-ce que ça va, tu sais, le côté confidentialité, le côté de ce qu'on va dévoiler de nous-mêmes, là, tu sais, il y a quand même quelque chose d'important, là. Oui, puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi éthique, là, en lien avec l'utilisation, je veux dire, de cette ressource numérique-là, parce que, bon, tout ce qui est en lien avec l'environnement, tu sais, ça prend, je sais pas comment, d'électricité ou en tout cas d'eau pour garder en vie ces serveurs-là et tout ça. Fait que ça, quand on prend le temps de s'y attarder, c'est sûr qu'il y a différentes façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Comme c'est dans les mains de tout le monde et n'importe qui, ben c'est pas tout le monde qui l'utilise de la bonne façon. Puis pas parce que c'est mal intentionné, mais
il y a beaucoup d'éducation à faire, là. Puis je parle pour Ouais. moi, je parle pour n'importe qui. Là, je sais que cet automne, je me suis inscrite à des formations dans le cadre de mon travail universitaire sur comment enseigner, mais évaluer aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Puis ça peut être un divertissement qui est intéressant, mais ça peut être un outil de travail, puis mis dans les mauvaises mains de quelqu'un, ben ça peut être très dangereux aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses là, qui découlent de ça. Là. C'est ça. Puis ça a un lien aussi un peu direct avec Substack et puis notre désir d'écrire, hein, parce que je veux dire, c'est facile parfois. Les gens pourraient décider, ah non, cette semaine, j'écris pas, j'envoie un texte qui est présenté par l'intelligence artificielle, tu sais, avoir cette facilité-là, parce que c'est sûr que chaque humain, on est porté parfois de choisir la facilité, là, mais d'essayer, parce que là, on perd à ce moment-là un peu notre créativité, puis nos côtés un peu particuliers qu'on a chacun de façon de s'exprimer. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est un pensez-y bien. Puis tu sais, là, cette semaine, c'était la journée du 12 août d'acheter un livre québécois. Puis moi, j'ai vu passer beaucoup sur mes réseaux sociaux ça, mais il y avait aussi des petites notices et assurez-vous d'acheter un livre 100% humain. Puis moi, je me disais, mais à quel point c'est si fréquent que ça qu'il y a des livres qui sont mis sur le marché puis qui sont pas écrits par du vrai monde. En tout cas, ça m'a amené d'autres questionnements parce que, tu sais, je trouve que c'est précieux, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, quand c'est humain, c'est notre côté à nous, c'est notre particularité, notre unicité, fait que si on s'en va dans quelque chose qui est trop ultra formaté, aseptisé, ça va être plate longtemps, là. Ouais. Ben, Richard fait un commentaire intéressant. Il dit que l'histoire de l'évolution biologique a précédé un peu comme ça aussi, essai-erreur. Là, ça risque d'être un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on a un peu plus peur, peut-être parce que ça peut prendre un certain contrôle. Là. Tu sais, on a entendu un petit peu à travers les médias qu'il y a eu même une intelligence artificielle qui est sortie un petit peu de son rôle particulier pour aller intervenir. Là, je me souviens plus de quelle façon, là, mais tu sais, comme de quoi qui pourrait devenir à la limite autonome puis faire des choix eux-mêmes. Là, tu sais, fait que c'est quand même c'est inquiétant en même temps. Oui, vraiment. Si tu permets, Valérie, je te propose, je me souviens pas si toi tu l'as dans ce que je t'avais partagé, là, il y avait un petit tableau où il faisait des comparaisons avec la génération X par rapport aux milléniaux. Oui. Je ne sais pas si ça te tente d'aller un petit peu là-dedans. Là, oui. Entre autres, nous autres, la génération X, nous autres, on nous disait tout le temps, ben, débrouille-toi, arrange, fallait être quand même assez débrouillard. Souvent, on ne nous expliquait pas pourquoi, mais on nous disait, ben, faut que tu fasses ça comme ça. C'est comme ça, c'est comme au travail, par exemple. Là, on est porté, nous autres, effectivement, notre génération, à faire les choses sans trop poser de questions. Contrairement peut-être à votre génération, à vous autres, comme tu nous as parlé un petit peu tantôt, d'ailleurs, que des fois, amener des nouvelles idées ou expliquer pourquoi on fait ça comme ça, puis on pourrait le faire autrement, tu sais. Oui. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est drôle parce que là, je regarde un peu les espèces de phrases clés là, pour chacune des générations. Puis, tu sais, moi, je sais que même si c'est pas de ma génération, j'ai un très fort côté système D. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui va essayer de faire par soi-même, puis de se débrouiller, puis tout ça. Mais je vais quand même essayer de comprendre pourquoi, tu sais. C'est pas que j'accepte sans me poser de questions, mais j'aime apprendre pour gagner en autonomie. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, ce mot-là est aussi associé à la génération X. Mais tu sais, je veux dire, l'autonomie, moi, mettons qu'on parle de ça, là, j'aime avoir mon autonomie, mais j'adore collaborer, tu sais, j'adore la force du nombre, puis je sais que j'ai beaucoup évolué là-dessus dans les dernières années parce que moi, j'ai le syndrome de la Miss parfaite, là, tu sais, moi, j'aimerais être capable de tout faire, toute seule, parfait, du premier coup. Alors que c'est vraiment pas possible, puis c'est une pression immense que je me mets sur les épaules. Tu sais? Mais là, je commence là, à comprendre que c'est très riche de connecter avec des gens
qui ont d'autres compétences que moi, qui ont de meilleures compétences que moi, puis que ça peut justement m'aider à les développer, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en train là, d'évoluer là, dans cette sphère-là, tu sais, autant sur un aspect professionnel que dans des projets de groupe, dans du loisir personnel, tu sais, j'essaie vraiment, on dirait, tu sais, je veux avoir le plus de cartes possibles autour de moi pour justement dire, OK, ben ça m'intéresse. Je m'y connais pas, mais j'ai une personne qui pourrait peut-être m'aider, tu sais, pour moi continuer d'évoluer puis d'avancer, là. Ouais. Oui, mais effectivement, si moi je regarde mon parcours aussi personnel, je pense encore plus en tant qu'homme, là, tu sais, je l'ai remarqué quand j'ai travaillé pendant plusieurs années en santé et bien-être des hommes, on est portés, nous les gars, encore plus, de vouloir faire les choses par nous-mêmes, puis de ne pas demander d'aide, tu sais, puis essayer c'est comme à la limite demander de l'aide, c'est comme se montrer vulnérable et pas assez fort, tu sais, on a ce pattern-là en nous là, qu'on a à dépasser pas mal, en tout cas ma génération à moi. Là. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Comment tu perçois justement les jeunes hommes d'aujourd'hui? Comment tu les vois? Est-ce qu'ils sont plus prêts à parler de leurs émotions, plus prêts à partager ce qu'ils vivent? C'est une grosse question. J'en côtoie. Non, mais je côtoie des hommes de toutes sortes de milieux aussi. Fait que c'est pas. C'est varié. Ouais, Je dirais que même si c'est dans une même tranche générationnelle, c'est pas coupé au couteau. ouais. J'ai des amis avec qui je suis capable d'aller plus en profondeur de sentiments, je vais dire ça comme ça. J'en ai d'autres que je sens que c'est très inconfortable, puis il y a une très grande pudeur par rapport à ça. Puis c'est super correct, là, dans le sens où moi, j'ai un peu la réputation dans mon cercle d'amis d'être la psychologue, là, moi, j'écoute, puis tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai beaucoup de gens dans mon cercle d'amis qui sont un petit peu plus jeunes que moi, tu sais, qui sont sur la fin de la génération milléniale, puis même le début, là, de la Z, là. Fait que, tu sais, j'ai souvent été vue un peu comme la grande sœur, la ma tante cool, tu sais, fait que j'avais des fois des amis qui venaient vers moi pour avoir comme des conseils, mais des fois, quand je creusais trop, là, c'était pas confortable. Il n'y avait pas ça quand tu essayais d'aller voir plus profondément. Non, c'est ça. Ben, je suis correcte, là, tu sais, je respecte ça. Mais c'est ça, tu sais, je le sais pas. Puis je pense qu'en ce moment, il y a tellement de choses qu'on entend dans les médias, puis dans la société, tout ce qui est en lien avec la masculinité toxique, puis la montée du masculinisme. Puis tu sais, je le sais pas, mettons, pour mes amis qui ont entre 25 et 30, 35, mais je pense, mettons, aux adolescents, aux jeunes hommes en ce moment qui sont confrontés à un paquet de discours, là, ils doivent tellement pas savoir où se garrocher pour se construire eux-mêmes. Là. Ben ouais. Ça doit être assez mélangeant, merci. Surtout que l'adolescence, c'est une période qui peut être très rock'n'roll parce que on change, on se comprend plus, tout ça. Fait que je sais pas trop où est-ce que ça s'en va. Oui, ça aussi, c'est une période où on est plus influençable. Là. Souvent, on est en construction de notre personnalité, construction de nos visions de vie. Là. Et puis, comme tu disais, il y a comme un retour un peu à certains côtés conservatisme, de retour d'un certain vouloir de retourner à des valeurs plus anciennes. Là. Mais bon, c'est peut-être... Il faut se dire en même temps que oui, les médias en parlent beaucoup, mais peut-être c'est pas c'est pas une majorité d'après moi non plus là. Mais souvent c'est parce que on entend plus souvent parler de cette partie-là que des côtés positifs malheureusement là. Et c'est souvent ça là. Mais je le souhaite. Ouais. J'espère que c'est ça, mais tu sais. Là, autant ma génération que celle qui suit, tu sais, on a toujours nos téléphones, on est ultra connectés. Fait que je pense qu'on a aussi accès à un paquet de vidéos, de discours et tout ça. Fait que
même si tu n'adhères pas nécessairement, des fois, tu plantes une graine, puis ça fait son chemin. Fait que, tu sais, je ne sais pas, tu sais. En même temps, si je compare, je peux pas parler pour ta génération parce que je l'ai pas vécu, mais mettons qu'on parle de modèle masculin, j'ai l'impression que dans ta génération, il y en avait comme juste un, là. Ouais, c'était C'était pas surtout mal, là. c'était comme le seul, tu sais, puis après ça, il y en a peut-être eu d'autres, puis là, en tout cas, c'est Surtout qu'aujourd'hui, ça. en plus, tu sais, avec tous les genres qui existent, là, Ouais. qui se développent, tu sais, c'est difficile aussi peut-être de se situer aussi où on est là-dedans, puis qui on est en tant Mhm. que. Parce qu'en fin de compte, à la limite, il pourrait ne plus avoir de genre en tant que tel, tu sais, Ouais, qu'il y a une diversité, en fait, de façon d'être, là, mais tout ça peut à fait. être mêlant un peu, effectivement, là. Mhm. Dans les comparaisons entre génération X et milléniaux, je viens de voir justement, tu en parlais tantôt, que les milléniaux ont beaucoup d'apprentissage continu. Comme tu disais, toi, tu as le goût de faire encore des études de tout le temps. Tandis que nous autres, c'est vrai ma génération, on a beaucoup plus mis l'accent sur l'expérience parce que les diplômes étaient moins importants aussi, là, si on recule là, 30 ans. Là. C'était pas nécessairement Mhm. au premier abord, là, les diplômes. Souvent, même des gens qui n'avaient pas fait de longues études étaient pris parce qu'ils avaient un certain bagage personnel ou en tout cas Ouais, une expérience de travailler tant d'années dans tel endroit. Ben, c'est comme ça que tu as appris sur le tas, etc. Fait que c'est vrai que ça a exact. été mis en avant beaucoup. Là. Je ne sais pas si dans les gens qui t'entourent, ils ont tout cet élan-là d'apprentissage un peu continu aussi. Mon Dieu. Comment dirais-je? Ben moi, je sais que je suis peut-être une bébite un peu à part, là. Dans plusieurs niveaux, en fait, compte. Ouais, dans le fond, ouais, c'est ça. Bienvenue à ce live où je me découvre en tant que bébite. C'est ça mon Un genre, dans le fond. extraterrestre. Tu viens de quelle planète? Ouais, c'est ça. Euh, j'ai des gens autour de moi qui, bon, sans dire qu'ils vont aller sur les bancs d'école comme moi, c'est comme ma façon à moi, mais j'ai des gens qui ont beaucoup d'intérêt, peut-être pas sur le plan professionnel, mais dans la sphère personnelle, qui n'ont pas peur de dire ah ben moi je me suis inscrit à un cours de cuisine, mettons vietnamienne. Je me Mhm. suis inscrit à un cours pour apprendre à faire mes impôts toute seule. Je me suis, tu sais, ce genre de petites formations là qui ne Mhm. desservent pas nécessairement de diplôme universitaire, mais tu sais qui vont permettre d'aller chercher certaines compétences, tout ça. Fait que ça, oui, ça, je trouve que c'est présent quand même là, dans mon entourage, dans ma génération, mettons. Oui, mais c'est sûr que dans le milieu du travail, en tout cas, moi, j'observe on est souvent pas poussé, mais tu sais, on va dire, ben, on nous offre souvent la possibilité de faire des formations qui sont en lien, bien sûr, avec notre travail, là, mais tu sais, pour faire en sorte de se donner plus d'outils. Là. C'est sûr qu'en ce moment, entre autres, avec l'intelligence artificielle, ben, on nous amène à faire des formations là-dessus, faire d'autres formations dans différents domaines pour faire en sorte d'avoir des outils différents de ce qu'on fait déjà dans notre travail pour soit aller plus vite ou être plus efficace ou faire les choses autrement, Ouais, comme ouais, tu dis. ouais. Puis, tu sais, ça dépend des corps de métier. Puis là, je serais là, j'ai pas l'information, il faudrait que je cherche, mais en enseignement, c'est pas juste suggéré, tu sais, c'est obligatoire Ah de le oui, ah oui. faire. OK. Dans le fond, nous, comment ça fonctionne en enseignement, c'est que, bon, on a toujours un paquet de documents ministériels sur lesquels on doit s'appuyer, dont un qui est un référentiel de compétences professionnelles. Donc, c'est les 13 compétences en enseignement qui vont de la maîtrise de la langue à la mobilisation du numérique, à la planification d'une situation d'apprentissage. C'est vraiment sur toutes les sphères. Puis il y en a une qui est vraiment attitrée à la formation continue, de rester à jour, en fait, dans ses pratiques. Puis depuis le retour de
la pandémie, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, en plus de cette compétence-là, tu sais, qu'on est appelé à mobiliser puis à s'améliorer, tout ça, là, en plus de ça, maintenant, les enseignants doivent démontrer, fournir des preuves à leur direction d'établissement scolaire sur une période de 2 ans, doivent faire 30 heures de formation continue. Et là, il y a différentes choses qui entrent à l'intérieur de ça. Donc, ça arrive relativement régulièrement, par exemple, que dans un centre de service, ben là, ils vont organiser des formations. Des fois, c'est des colloques de pratique et tout ça dans une ville. Tu sais, mettons, moi, je sais que cet automne à Sherbrooke, il y a eu un colloque de tous les enseignants de mathématiques et de sciences, donc qui viennent présenter des projets, des pratiques probantes et tout ça. Donc, ça peut rentrer dans le cadre de la formation continue. Il y a certains établissements qui offrent des formations, des webinaires qui sont gratuits et tout ça. Fait que ça fait vraiment partie de ce qu'on doit faire. Puis, tu sais, j'ose penser que ça ne doit pas être juste en enseignement que c'est obligatoire. Tu sais, mettons, je pense à la santé, aux services sociaux. J'espère, ou en tout cas, j'imagine qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place là, aussi parce que ça change vite. Là. Ben oui, ben oui. Nous autres, en tout cas, moi, je travaille dans le milieu communautaire, là, tout ce qui est les organismes à but non lucratif. Nous autres, on n'est pas, on n'est pas obligé, mais c'est fortement recommandé de prendre des formations. D'ailleurs, ils sont dans l'investissement est budgété dans les budgets de notre employeur. On nous rappelle assez régulièrement, ben, écoutez, là, vous avez de l'argent qui est disponible pour vous faire des formations, allez-y, puis fait que, on est quand même fortement encouragé sans que ce soit nécessairement obligatoire, là, mais c'est une bonne chose, effectivement, de se garder aussi. C'est pas juste l'apprentissage en tant que tel, c'est aussi de se garder aussi une certaine habitude aussi d'apprendre, puis de faire fonctionner un peu notre cerveau pour qu'il continue à être en apprentissage continuel, même si moi, j'approche de la retraite, là, mais je continue quand même à prendre des formations, là, malgré que peut-être que je vais à peine les utiliser, là, le temps qu'il me reste. Puis, petite question, toi, vu que tu fais partie de la génération des X, quand tu es dans ton milieu de travail puis qu'on t'encourage ou qu'on a commencé à t'encourager à faire des formations, c'était quoi ta perspective par rapport à ça? Est-ce que c'était inconfortable ou tu disais, oh, ben, j'en ai pas besoin? Ou tu sais, comment tu te sentais par rapport à ça? J'étais un petit peu comme toi, moi, pendant plusieurs années, j'ai toujours aimé ça. Faire plein de formations, suivre plein de choses, apprendre plein d'affaires. Je dirais, c'est sûr que j'ai eu une période dans ma vie, pendant au moins une vingtaine d'années, j'étais très nouvel âge, croissance personnelle. J'en ai fait des ateliers, des conférences, j'en ai fait plein. Pour moi, apprendre à comprendre l'humain, pour moi, ça a toujours été... j'avais beaucoup d'intérêt là-dedans, d'essayer mieux me comprendre moi, mais mieux comprendre le comportement de l'être humain. Puis ça fait partie un peu de aussi ma façon d'écrire. J'ai toujours un petit côté aussi d'observateur de ce que moi je suis, mais d'observateur de la société, comment ça fonctionne, essayer de comprendre comment ça marche, puis pourquoi on agit comme ça, etc. Ça m'a toujours intéressé. Là. Ah, c'est intéressant. Alors, on peut peut-être juste informer nos gens qui sont avec nous, dire d'abord merci d'être là. Je vous dire qu'on s'était donné objectif de faire environ 1 heure là, d'échange sur cette thématique-là. Alors, il nous resterait à peu près une dizaine de minutes. Puis si vous avez des questions de votre côté, n'hésitez pas. Là, on nous resterait peut-être à peu près une dizaine de minutes. Puis on vous lance l'idée. Là, si un jour vous avez le goût, vous aussi, de partager là, sur votre génération, contactez-nous, soit Valérie ou moi. Là, on trouvera peut-être un moyen de faire encore des rencontres un peu dans ce style-là, si jamais ça vous tente de le faire. Puis si ceux qui n'ont pas encore l'occasion de nous lire, ben abonnez-vous à nos l'éclopée. C'est toujours super intéressant ce qu'écrit Valérie. Puis beaucoup d'humanité aussi, c'est moi ce qui me touche aussi par rapport à ce que toi t'écris, parce que avec ce que tu as vécu quand même, c'est quelque chose qui transforme sûrement un événement comme ça. Ah mon Dieu, ben oui, tout à fait. Ben merci d'en parler, là, mais oui, il y a un avant puis un après. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, là, ça fait... On a dépassé le 2 ans et demi.
de l'événement, de la collision, tout ça. Puis, tu sais, au début je veux dire, de ma convalescence et tout ça, je veux dire, dans la phase aiguë, plus critique, c'est sûr que moi, j'avais un espoir de retrouver le avant comme il l'était. Et là, je réalise que ce n'est pas possible. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que, bon, il y a de la place pour construire le après. Fait que, tu sais, c'est pas une finalité en soi, mais c'est beaucoup de reconstruction puis d'essayer de retrouver ses repères à travers ma nouvelle vie, je veux dire, mon nouveau corps, parce que le corps change, autant dans son apparence que dans ses capacités. Puis, Colin, le corps humain, c'est un fabuleux outil. Fait que quand il marche pas super bien, c'est un peu tannant. Oui, hein, c'est ça. C'est quand on perd des capacités qu'on s'aperçoit que pour nous, c'était automatique avant, mais quand tu as des choses que tu perds certaines capacités d'un jour au lendemain, ça doit être quelque chose, là, quand même. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris une petite pause estivale. Mais là, je me sens d'attaque là, pour recommencer. Là. J'ai repris des forces, là, puis j'ai le goût de continuer à partager. Fait que c'est positif. Puis ben, s'il y a des gens qui connaissent pas non plus la plume d'Éric, ben, je vous invite aussi à vous abonner à son contenu, à suivre, je vais appeler ça tes petits photos, reportages, publi-reportages. Tu mets toujours plein de photos, plein de trucs qui nous donnent accès vraiment à comprendre le contexte dans lequel tes textes ben, se construisent. Fait que ça, je trouve ça super riche aussi. Donc, je vous invite, là, les gens, à vous abonner. Ben oui, merci. D'ailleurs, moi, là, présentement, je vous parle du Nouveau-Brunswick parce que je suis présentement en séjour. Je fais ça depuis quelques années, garder des animaux pendant que les gens sont en vacances. Alors, ce qu'on appelle du pet sitting, gardiennage d'animaux. Ouais. Je mets les dernières semaines, la première semaine, j'ai mis un peu mon parcours, ce que j'ai fait comme activité. Puis cette semaine, là, demain, je vais envoyer une autre infolette un peu sur ce que j'ai fait cette semaine. Alors, si ça vous tente d'en savoir un peu plus. D'ailleurs, je vis une romance en ce moment avec Rosie, la chienne des Paprios. Alors, je vous partage un peu cette romance-là. C'est ça, j'allais te demander, est-ce que tu es encore avec Rosie? Mais là, je vois que oui. Là. Oui. Bon, ça évolue pas mal, notre relation. Là. On commence à parler de mariage. Ben, c'est ça, là, j'allais dire, est-ce que ça va être des adieux déchirants? Oui, sûrement, ça va être déchirant, c'est sûr. C'est clair. Risque d'être déchirant. Mais là, parce que de toute façon, tu as peut-être vu, si tu as lu quelques autres plus vieux, j'ai un chat à la maison, donc le chat, je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté que je ramène un chien à la maison. Non, je pense que ça ne serait pas passé. C'est ça. Toi, j'ai pas, par curiosité, as-tu un animal de compagnie ou as-tu déjà eu? Non, j'ai pas d'animaux de compagnie, mais j'en ai un dans mon cœur qui est le petit perroquet de ma sœur. Et je suis en amour avec. Je suis sa marraine. Hey, je suis la marraine d'un perroquet. Faut le faire. Il parle-tu, ce perroquet? Oui, c'est ça. Ben, il pourrait, mais lui, il parle pas, mais il danse. Fait que c'est vraiment cool. Ah, ouais, bon. Ça doit être un perroquet masculin, il parle pas. Ben, c'est vrai, il s'appelle Léo, c'est un petit mâle. C'est une connure à joue verte. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai une relation très, très spéciale avec cet oiseau-là parce que, bon, il est pas à moi, il est à ma sœur, comme je t'ai dit. Mais quand j'étais à l'hôpital, ma sœur, elle s'est mise à vraiment plus me bombarder de photos, de vidéos. Puis là, j'ai comme créé un lien là, vraiment fort avec cet oiseau-là. Quand j'étais en centre de réadaptation, il est venu me voir 2 fois au centre. J'y ai donné des rails de fauteuil roulant. C'était merveilleux. Ah ouais? Il a pu aller à l'hôpital. Ah ouais. Ah, ouais, au centre de réadaptation. Au centre de réadaptation, ouais, c'est ça. Peut-être plus ouvert là qu'à l'hôpital. Ouais, quand même. Ouais, non, à l'hôpital, on n'aurait pas pu, là. Fait que non, il est vraiment chouette. Un jour, peut-être, j'aurai un animal, mais je dois avouer qu'en ce moment, j'aime quand même ma liberté de fille célibataire, pas d'enfants, pas d'animaux. C'est sûr que aussi, je veux dire, est-ce que tu as à gérer quand tu dois partir? Est-ce que tu as
avoir plus de choses à gérer. Comment tu te déplaces en ce moment? Tu te déplaces encore en béquille ou en... La une Fidel canne. Canne, toujours OK. là à mes côtés. Ouais, c'est une canne. En fait, c'est pas nécessairement tant de choses à prévoir. Moi, c'est toujours une question de gestion d'énergie, en fait. Fait que, tu sais, là, j'habite à Sherbrooke, fait que j'ai vraiment un bel accès au transport en commun. Fait que ça, c'est vraiment génial. Fait que je me déplace en autobus de ville. Cet été, j'ai recommencé à la conduite automobile parce que je l'avais pas encore fait. Puis là, ben, ça me fait reprendre goût à ça. Puis c'est sûr qu'il y a un trauma qui est associé à l'automobile, mais là, ça va bien. Je suis pas prête à me racheter un véhicule tout de suite, mais là, je réserve des véhicules avec Communauto, un programme d'autopartage. Fait que ça me permet vraiment d'aller faire des petites escapades, que ce soit juste pour aller chercher mon épicerie, mais d'être dans le trafic, puis de vivre comme avant, dans le fond. Fait que c'est comme ça que je le vis. Puis sinon, ben, quand je pars, mettons, pour faire des petites escapades, ben, faut que j'amène certaines choses avec moi. Je peux plus porter n'importe quelle chaussure. Moi, j'étais une grande fan de chaussures ballerines ou des petits talons hauts. C'est terminé. Ouais. Ça n'existe plus dans ma vie. Il faut vraiment que je sois bien chaussée. J'ai toujours mon sac chauffant parce que je mets de la chaleur sur mes genoux parce que ça me fait du bien, tout ça. Fait que c'est des petites choses comme ça là, auxquelles je dois penser là, sur ma petite liste de bagages. Sinon, ta première reprise du volant, ça s'est bien passé ou est-ce que tu as eu quand même des... Je sais pas. Ouais. Ça s'est bien passé. Ben, ça s'est fait de manière très graduelle, dans le sens où j'avais eu l'occasion ce printemps de conduire le véhicule de ma mère avec ma mère à mes côtés. Puis là, cet été, je fais vraiment des sorties toute seule comme une grande fille. Fait que c'est super positif, là. J'ai pas peur de prendre la route, mais je sais que moi, je suis comme en état d'hyper-vigilance. Je suis vraiment plus au fait de tous les comportements dangereux. Je les vois vraiment plus maintenant. Ça me fâche, c'est sûr, parce que moi, j'ai été victime de quelqu'un qui a fait de la conduite dangereuse. C'est pas un accident, ça aurait pu être évité. Fait que c'est sûr que c'est plus... ça vient me chercher là, dans mes émotions. C'était de la vitesse. Il y a des choses il a fait quoi, un dépassement? Je pense que c'était un dépassement qui était irrégulier. Hein, dépassement illégal là, dans une courbe, donc sur une ligne double, en pleine tempête de neige à 118 km/h. En plus, hey boy! Ouais, bravo. Ouais. Mais malheureusement, effectivement, on voit encore beaucoup là, dans les médias des gens qui, effectivement, en tout cas, la conduite aujourd'hui, c'est pas évident. On dirait qu'il y a une certaine rage presque de beaucoup de gens, qu'il n'y a plus de patience, puis de tolérance, puis les gens dépassent dans des moments où quand c'est trop lent pour eux. Là. C'est dangereux, c'est malheureusement. C'est fou, puis j'ai vu passer... c'est au bulletin de nouvelles, j'entendais un porte-parole de la SQ qui disait que actuellement, là, c'était comme les chiffres de cet été, puis l'été n'est pas encore fini, mais il parlait que ce qui était comme la cause principale des accidents de la route, c'était vraiment la vitesse. Mm-hmm. Il y a comme des périodes, on dirait, où il a vraiment fallu, peut-être, que les gens... soient peut-être plus sensibilisés à tout ce qui est alcool au volant ou faculté affaiblie. Mais là, on dirait que là c'est la vitesse. Les gens, comme tu dis, sont pas patients, il faut que ça aille vite. Puis moi, je vais faire un commentaire qui est clairement pas associé à ma génération, peut-être, là, mais je l'assume totalement. C'est un questionnement que j'ai parce que moi, le véhicule que je conduisais au moment des faits, c'était une voiture 2015. J'avais des éléments, on va dire, technologiques, mais pas tant que ça, tu sais. J'avais pas de caméra de recul, j'avais pas d'alerte dans mes miroirs. Là. Des fois, ça clignote, ça fait du bruit. J'avais absolument rien de ça dans le véhicule que je conduisais. Puis là, le véhicule que j'emprunte souvent avec Communauto,
a tous ces éléments technologiques, a l'espèce d'écran où là, je peux voir le GPS, la musique que j'écoute et tout ça. Puis c'est vraiment fantastique. Mais je me dis, est-ce que ces éléments de technologie-là font pas en sorte que les gens se fient trop à ça puis perdent certains réflexes humains? Ouais, ouais. Moi, quand j'apprends à conduire, là, mais c'est ça, quand j'apprends à conduire, là, pour reculer, là, fallait se placer d'une certaine façon, tu sais, je faisais pas juste regarder un écran, puis j'ai encore ce réflexe-là. Mon père s'est déjà fait rentrer dedans par quelqu'un qui regardait que sa caméra de recul. Ah, et ouais. la caméra de recul était pleine de slush. Ouais. Fait qu'il voyait pas. Fait qu'il a jamais vu mon père. Ah, ouais, ah, ouais. Mais c'est parce que tourner sa tête, ça existe encore, là. Ouais, c'est ça, hein. Valérie, je vois dans le chat là, que Jean-Sébastien qui te pose une question, savoir si, Oui. si la personne qui était-tu aussi en plus en état d'ébriété ou? Non, j'aime me plaire à dire que c'était une personne qui était en état de stupidité, carrément. Ouais. Donc, c'est une personne qui était à jeun, mais je vais appeler ça un multirécidiviste. Ah ouais. Pour les gens du Québec, là, sachez que si les autorités ont à fouiller dans notre dossier de conduite via la SAC, ils peuvent reculer de 15 ans en arrière. Après ça, ça s'efface parce que les archives seraient trop grosses. Et monsieur, au moment des faits, dans les 15 dernières années, était à 51 infractions au code de la route. Juste dans les 15 en plus dernières années. Ouais. Oui, monsieur. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est mais que faisait-il encore avec un permis? Je me le demande également. J'ai un policier là, qui a essayé de m'expliquer un peu la mathématique du permis là, qui devait rouler sur le minimum de points, puis là, il en regagne un, puis il paye une amende et tout ça. Ouais. Mais reste que je trouve ça excessivement questionnant. Puis, tu sais, là, on parle des 51 infractions dans les 15 dernières années, mais ça, c'est les fois où il s'est fait prendre. Ouais, aussi, là, ben oui, c'est ça. Et donc, il y a des fois où il ne s'est pas fait prendre. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est tout véhicule confondu. Donc, c'est pas seulement qu'en voiture. 4 roues, VTT, tu sais, tout, là. Il conduit mal, point. Fait que c'est très démoralisant, là. Je comprends, ouais. En tout cas, je ne sais pas si l'événement qui est arrivé lui a fait prendre des prises de conscience, on espère, là, mais en tout cas, c'est malheureux, hein? Ouais. C'est très malheureux, puis tu sais, c'est... Moi, je me questionne parce que j'ai toujours un fond de... Comment je peux bien dire ça? Moi, je refuse que ce que j'ai vécu serve à rien. Je veux dire, moi, je sais que je vis beaucoup de choses, puis que ça me fait probablement m'améliorer en tant que personne aussi, mais je me dis, tu sais, au niveau social, moi, je me pose des questions, tu sais, est-ce que cette situation-là là, de 51 infractions dans les 15 dernières années, c'est-tu juste quelqu'un qu'on a échappé dans le système? Parce que des fois, ça arrive. Ou c'est un trou là, gros comme ça dans le filet, là. Moi, j'ai du jus pour aller raccommoder le filet, là. Tu sais, je me vois, là. Moi, je fais de la visualisation, là. Je m'imagine, là, à l'Assemblée nationale, faire des représentations, déposer un projet de loi, tu sais. Mais là, je pense que j'ai le nez trop collé sur l'arbre encore, mais c'est dans mes projets à moyen terme, là, d'aller fouiller les textes de loi puis la mécanique de tout ça, parce que j'ai bien beau avoir des belles paroles, mais ultimement, faut pas que ça arrive jamais plus à personne, une histoire comme ça, là. Jamais, là. Ouais, ben oui. Jamais. En tout cas, on espère qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire, puis on espère qu'à un moment donné, cet sentiment d'urgence-là, que tout le monde, on dirait, que soit calmé, parce qu'effectivement, ça crée des événements, des drames pas agréables et très malheureux pour beaucoup de gens, là. Effectivement. Écoute, on pourrait se cotiser puis acheter de la tisane à tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. C'est une solution à court terme, là, mais... Bon, je sais pas. En tout cas, il faudrait qu'il arrête souvent par aux toilettes, mais quand même, ça serait bon. Ça me dérange pas, rendu là. Non,
Ça te dérange pas. Ben, Valérie, ça a été super agréable. Je te remercie d'avoir Ouais, accepté de vraiment. participer. Puis, on souhaite, on remercie aussi les personnes qui sont On se tient au venues nous courant. saluer, qui sont venues nous voir. Puis, ça nous fera plaisir si on vous voit, Oui, salut Jean-Sébastien. si on observe vos yeux lire nos articles, on va être bien heureux de garder ce contact-là avec vous. Alors, on vous invite aussi à écrire, hein, parce que c'est tellement, ça fait tellement du bien d'écrire. Peut-être pas tout le monde que cette façon de faire-là, de s'exprimer. Il y en a qui parler, ça peut suffire. Mais moi, personnellement, en tout cas, l'écriture, ça a toujours été très bénéfique pour moi et très aide aussi au niveau de la psychologiquement, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis que ce soit dans un format comme Substack ou simplement dans un cahier pour soi, Ben oui. d'avoir un moment justement pour sortir, là. Des fois, juste sortir le méchant, puis c'est un moment d'ancrage aussi avec soi. Fait qu'effectivement, c'est très positif. Il ne faut pas s'arrêter non plus au fait que, je veux dire, oui, ce qu'on vit, là, il y a plein d'autres gens qui le vivent. Fait que je pense que de le partager parfois, ça peut aider une personne, on ne sait pas. Là, des fois, on ne va pas nécessairement être mis au courant que ça a pu toucher certaines personnes, mais négligez pas ça. Si vous partagez ce que vous vivez, ça peut amener quelqu'un à faire des prises de conscience. Je pense que c'est important. Oui, très, très bien dit, Éric. Ben, en tout cas, merci à toi. Fait que merci à tout le monde de votre présence. Puis on se dit peut-être à une prochaine. On va avoir l'occasion de se revoir. Bon week-end. Bye bye, bon après-midi. Oui. Oui, bye bye.